Bonjour à toutes et à tous, salut Chris, on se retrouve pour un nouveau podcast, un deuxième podcast cette saison où on va essayer de... On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais on a gardé quelques thématiques. Déjà, j'espère que tu vas bien. Hello everybody, oui, je vais très bien, oui, ça y est, on est en pleine boom, avec un début de saison NBA, voilà, qui s'annonce pas mal du tout. Ouais, pas mal du tout. On va démarrer par ce qui est un peu, alors, on va dire pas le tube de ce début de saison, mais le tube de cette première semaine. Les Spurs qui ont joué que 3 matchs, mais qui sont leaders de la conférence Ouest. Alors, certes, avec un calendrier plutôt abordable. Il y a eu ce premier match contre Dallas, assez époustouflant de victoires. Ensuite, des victoires contre les Pelicans et les Nets la nuit dernière. Victor Wembanyama, Chris, qui fait du Victor en encore plus impressionnant que ce à quoi on pouvait s'attendre. Oui, déjà à la base, je trouve que les Spurs sont beaucoup plus forts que l'année dernière. Il a des joueurs autour de lui, voilà, qui en défense, on doit absolument s'en occuper. Donc, ça lui laisse un petit peu plus d'espace. Mais c'est vrai, on a vu le travail qu'il a fait cet été. Voilà, il monte en régularité, en qualité. Collectivement, il est là. Il fait jouer ses coéquipiers. Et puis, défensivement, il est tout simplement un défenseur de cercle. Voilà, il y a pas mieux. Il est à 6 contres de moyenne depuis le début de la saison en 3 matchs. 33 points à 57% au tir, 13 rebonds. Alors on a envie de dire, on peut toujours faire mieux, mais en fait là, sur ces 3 premiers matchs, alors à part peut-être quelques points laissés en route sur les lancers francs, il y a moins d'1 perte de balle par match, il a 0,7. Donc ce qu'on pouvait craindre peut-être un peu sur la pré-saison se confirme pas du tout, et tant mieux pour lui sur ses premiers matchs. Voilà, il continue à être peut-être l'un des 3, 4, 5 meilleurs joueurs sur toute l'NBA actuellement. Oui, on va le juger sur la longueur et sur la régularité. Je pense que ce qu'il fait là statistiquement, c'est tout à fait ce qu'on attendait de lui, entre 25 et 30 points. Progression à 3 points, en choisissant mieux ses shoots à 3 points. Je crois que là, on va regarder bien les moyennes, voilà, les pourcentages, les choses comme ça, que ça a une relation. Et puis après, oui, faire jouer les autres. Et puis le money time, il faut que là, il fasse ses choix. Il faut qu'il soit le leader. Il faut qu'il soit incontestable dans tout ce qu'il fait. Mais c'est bien parti. Et c'est ça qui va être difficile finalement, c'est de garder cette régularité, cette constance. C'est ce qui caractérise les tout meilleurs joueurs de l'NBA, les Giannis, les Jokic, les Shai, qui tous les soirs en fait ne déçoivent normalement jamais, quoi. Ils sont toujours avec des statistiques exceptionnelles, toujours maîtres du money time, ils font très très peu d'erreurs. C'est ça finalement qu'on attend de Victor. Mais bon, faut pas non plus que ça grille les étapes. En fait, on a envie de toujours. J'ai l'impression qu'avec Victor, on essaie toujours de trouver la petite bête, le petit truc à lui reprocher qui pourrait faire mieux. Évidemment. Et en fait, quand tu es en début de 3e année NBA, sachant qu'en plus, il n'a pas joué pendant plusieurs mois, là, il a raté toute la deuxième partie de saison. En fait, il est déjà tellement en avance sur ce qu'il devrait pouvoir produire. Oui, mais je pense que ça vient avec le territoire. Victor, il veut ça. Il veut être jugé dans les moments comme ça. Il veut avoir la responsabilité. Je pense que son absence l'année dernière lui a permis le temps de prendre du recul, de réfléchir, de faire un peu le check-up de son game. Et puis, c'est pour ça qu'il avance. On voit, il va chercher Olajuwon pour piquer son cerveau. Il va voir les Shaolin pour voir... Je ne sais pas ce qu'il aura piqué pour le coup. Non, mais c'est vrai. Mentale du contrôle mental. Donc, c'est un joueur qui est en constante évolution. Et puis, je dirais les attentes, c'est normal parce que on a vu ce qu'il est capable de faire. Pourquoi il ne fera pas tout le temps? Donc, c'est ça, comme ça qu'il va être jugé. Alors, si les Spurs sont aussi très bons sur ces premiers matchs, c'est parce qu'il y a un duo Dylan Harper-Stephen Castle qui est vraiment très fort. Alors, Stephen Castle, on s'y attendait peut-être un peu. Dylan Harper, bon, c'est un rookie, 2e choix de la draft. Forcément, on sait qu'il faut toujours être patient avec les rookies. Mais là, c'est beaucoup de maîtrise, beaucoup de contrôle.
on a l'impression qu'il joue déjà. Alors sur le dernier match là contre Brooklyn, c'était que Brooklyn, mais beaucoup de justesse en fait dans ses choix, même dans la sélection de tirs. Moi, je suis assez bluffé par le début de saison de Dylan Harper. Ouais, Dylan Harper, il montre la maturité qu'il faut. Je pense que c'est dans les gènes. Son père et lui a montré ça quand il était aux Bulls. Voilà, il a la bague, il a sûrement, il était autour de tout ça. Donc partant de là, est-ce que je suis surpris? Non, parce que c'est le régime qui veut, le collectif qui est mis en place par les Spurs. Chacun connaît son rôle, chacun. Voilà, ils ont de l'importance à un moment ou à un autre. Castle, il a pris sa place. On sait qu'il est fort quand il attaque le cercle. Nous, on a vu quand il était à Connecticut, voilà, que ça allait être. Il était NBA ready physiquement. Bon, il a travaillé son shoot. Voilà, je dirais pas que c'est un sniper, mais bon, c'est fiable. Et puis voilà, Harper, il est vraiment. Il est très bon. Le souci qui pourrait se poser, c'est quand De'Aaron Fox va revenir. Ça va forcément prendre beaucoup de minutes à ces deux joueurs. Ça s'appelle le souci des riches. C'est exactement le problème de riches pour Mitch Johnson à venir. Est-ce que toi, tu vois les Spurs pouvoir débuter avec Fox, Harper, Castle, ou est-ce que forcément, soit Harper, soit Castle sera obligé de sortir du banc? Non, en tout cas, sur cette saison. Non, mais comme le jeu, c'est du pick and roll. Hein. Quand Fox il va revenir, on va remettre ça en place avec Wemby. C'est la force des Spurs, c'est la force d'Aaron Fox. Bon, maintenant, Harper et Castle, ils peuvent le faire aussi. Donc oui, je pense qu'il va y avoir une redistribution de cartes. Il y aura des rotations à faire, mais ça leur permet de défendre très fort. Ça leur permet de avoir une variété dans leur jeu. Donc effectivement, je dis que c'est un souci de riche, mais bon, toutes les équipes aimeraient bien avoir cette richesse-là. Et néanmoins, à terme, comment tu vois tourner cette équipe? Est-ce que si tu devais, par exemple, soit mettre Harper, soit mettre Castle sur le banc, lequel serait peut-être mieux dans un rôle de sixième homme pour le moment? Je pense que c'est Harper, c'est un rookie, voilà, ça s'appelle la hiérarchie. Il faut gagner sa place. Stephen Castle a fait ça l'année dernière. Voilà, on dit ça, pay your dues. Donc, partir de là, Harper, il va, en bien expliquant, je pense que ça le diminue pas comme joueur, mais je pense que Mitch Johnson va bien expliquer, c'est la façon des Spurs. Ginobili était bien sixième homme, donc ils ont des exemples qui fait que ça soit accepté. Ça pourrait donner un 5 assez petit finalement avec ces trois joueurs-là. Alors évidemment, il y a Wembanyama qui fait grimper la moyenne, mais c'est aussi là tout l'intérêt peut-être de Wemby avec une telle protection de cerveau, parce que c'est quand même Fox un sacré moteur, et Castle prouve qu'il peut être aussi un bon défenseur par séquence. Ça permet, quand tu as Wembanyama derrière toi, d'avoir une stabilité, une assurance, et de peut-être pouvoir prendre plus de risques aussi sur ta défense extérieure. Ouais, je pense que le style de jeu des Spurs, on sait parfaitement bien, c'est de courir, c'est de bien défendre. Ils ont des arrières qui sont costauds quand même. Quand tu regardes bien Castle et Harper, ils sont assez grands. Hein. C'est pas des petits. Keldon Johnson, voilà, c'est un beau bébé. C'est une autre style de défense, c'est-à-dire pression, couper les lignes de passe et courir. Donc effectivement, quand tu sais que il y a Wemby qui arrive, voilà, tu penses deux fois y aller, même quand tu y vas, tu dis est-ce que j'ai fait le bon choix? Et ça, c'est à tous les matchs. Ça, c'est oui, parce que on voit tous les matchs. Les joueurs qui arrivent, ils hésitent. Ils attaquent le cercle. Ils le cherchent. J'ai encore Cooper Flag en mémoire. Je sais pas si tu vois cette action où il drive, il part à gauche, il voit Wemby se dresser face à lui et il repart dans l'autre sens. Et ça, c'est à tous les matchs que ça arrive plusieurs fois en fait. Oui, tout à fait. Il y a le contre, et puis il y a le presque contre, il y a le dissuasion, il y a plein de choses qui viennent avec voilà, Wemby, et c'est une force.
On a parlé des joueurs qui jouent sur les lignes arrière. Il y a un joueur, évidemment, Cooper Flagg, qui assez surprenamment joue meneur de jeu avec Jason Kidd là, sur ce début de saison. Il a d'ailleurs été cette nuit le 5e plus jeune joueur à marquer 20 points dans un match NBA. C'était j'ai plus contre qui c'était. C'était contre Toronto, si je dis pas de bêtises. Ouais. Victoire 139-129 de Dallas. Est-ce que tu trouves que c'est un bon choix de Jason Kidd de faire débuter Cooper Flagg à ce poste de meneur de jeu, sachant qu'avec lui dans le 5, il y a Klay Thompson, il y a Derek Lively, Anthony Davis et PJ Washington. Et donc en fait c'est le seul vrai créateur balle en main au départ du match. Ouais, je pense que c'est ça la réflexion et l'analyse de Jason Kidd. Il a D'Angelo Russell qui est un scoreur avant, créativité moyen. Donc, mais il va faire l'effort. Mais c'est vrai. Tout ce qui est autour, c'est pas des créateurs. Thompson, c'est catch and shoot. Voilà, il va pas créer du jeu pour les autres. Moi, je trouve que c'est pas un aussi mauvais choix que ça de mettre Cooper Flagg parce que le basket moderne NBA, t'as tout le monde qui monte la balle. T'as les grands ailiers, ce qu'on appelle les point forwards. Voilà, et c'est ça qu'il est lui. Et on l'a vu dans sa fluidité, dans sa créativité. Il ne shoot pas 25-30 fois par match. Il cherche à créer pour les autres parce qu'il a la capacité de le faire. Et je crois qu'il a bien compris son rôle. C'est pas seulement de venir de scorer. Comme il peut faire plein de choses, voilà, c'est statistique. Quand tu vois sa ligne de stats, il y a toutes les cases qui sont remplies. C'est un joueur de toute façon qui tire pas la couverture à lui. Enfin, moi, je l'ai pas mal regardé avec Duke. C'est un joueur qui se fond finalement. Ça a beau être une star, ça avait beau être une star en NCAA. C'est un joueur qui finalement se fondait dans le collectif, qui marquait des points quand il fallait, qui faisait des passes quand il fallait, qui prenait des rebonds quand il fallait, qui défendait bien, souvent, tout le temps même. Mais finalement, c'est pas un joueur qui a besoin finalement normalement beaucoup du ballon, et je trouve que c'est un rôle assez différent finalement qu'il a là sur ce début de saison avec Dallas qu'il n'avait avec les Blue Devils. Oui, c'est vrai que le basket universitaire est basé sur le collectif. On utilise le talent, mais dans un collectif. L'NBA, c'est différent, c'est qu'on utilise le talent, et puis s'il y a un collectif, ok. Tant mieux. Tant mieux. Sinon, on fait avec eux. Oui, donc il y a beaucoup d'exigences sur lui. On a envie de le voir s'éclater, d'avoir des stats énormes, mais c'est pas Wemby. Voilà, il faut regarder les choses en face. Cooper Flagg, c'est un joueur de basket total, c'est une espèce de Larry Bird des pauvres. Mais bientôt les riches. Donc, moi, je pense que c'est peut-être... Alors, on verra, hein, l'avenir dira si Jason Kidd a raison ou pas, mais c'est peut-être donner beaucoup de responsabilité à Cooper Flagg très vite, trop tôt, sachant qu'avec des joueurs comme D'Angelo Russell ou Najee Marshall même, tu pourrais peut-être le soulager un peu de cette pression. Enfin, en tout cas, on lui en demande beaucoup, on le met tout de suite dans le grand bain, on lui donne peut-être un rôle qu'on ne le voyait pas avoir avant 2, 3, 4 ans. Et je ne sais pas si ça peut correspondre aux ambitions qu'ont les Mavs dès cette saison. Oui, autant que son premier match, c'était mon analyse. On lui demande trop, on est trop, on l'attend, comme j'ai dit, qui met 30 points, qui fait 15 passes décisives, mais il prend son temps, il a compris, il va être bon en NBA. Ça, il y a pas de risque. Mais par contre, moi je trouve ça bien. Il est quand même, il a la chance d'être drafté par une équipe qui peut jouer quelque chose d'intéressant maintenant. Donc non seulement lui, individuellement, on a beaucoup d'attentes, mais cette équipe de Dallas aussi, le fait qu'il y a Cooper Flagg en plus, plus Doncic, voilà, ça fait que ça peut gagner maintenant. C'est rare qu'un rookie il arrive dans une équipe comme ça, où voilà, toutes les bases pour aller en play-off, ils sont déjà en place. Et effectivement, il a son pied à apporter. Si c'est meneur aujourd'hui, voilà, tant mieux. Peut-être dans l'avenir, il sera décalé, voilà. C'est des questions de toute façon qu'on va peut-être moi aussi se poser quand Kyrie Irving va revenir. S'il revient en janvier comme c'est annoncé. Là par contre, il y aura forcément quelqu'un à enlever.
pour Jason Kidd d'ici là. On se projette un peu, mais à terme, c'est quoi? C'est PJ Washington qui fera les frais du retour de Kyrie Irving, parce que tu peux difficilement enlever Klay Thompson de cette équipe. Ouais, non, mais je pense que... Sur le poste 3, il y aura une analyse à faire. Bon, est-ce que Klay Thompson, il est en phase de sa carrière où il va sortir du banc? Ouais, peut-être. Aux Warriors, c'était pas loin. C'était pas loin sur la fin, oui. Donc voilà, on sait que Cooper Flagg, il va être sur le terrain, PJ Washington, il apporte énormément. Ça peut être aussi Derek Lively avec Anthony Davis en 5, Washington à l'intérieur aussi, et puis Cooper Flagg, oui. Il y a un puzzle à construire, mais je pense qu'ils ont les pièces qu'il faut. Anthony Davis, il peut s'écarter. Voilà, c'est pas un problème de ne pas avoir des joueurs plug and play, mais je vois plutôt Klay Thompson dans un rôle de 6e homme. D'accord, ok. On passe à la conférence Est avec deux équipes qui n'ont toujours pas gagné un seul match cette saison, Boston et Indiana en 0-3. Déjà, première question, est-ce qu'on peut avoir le même niveau d'inquiétude sur les Celtics et les Pacers, ou il y a une équipe qui t'inquiète un peu plus que l'autre? Écoute, inquiète, c'est pas du tout ça. Après 3 matchs, bien sûr. Oui, oui. Un peu non, tôt, mais bien sûr, pour tirer des conclusions. On n'est pas surpris par le départ des Pacers, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas Haliburton, et on sait que l'année dernière, les Pacers avaient commencé très light. Ils nous ont inquiétés. Bon, maintenant, on sait que avec le temps, ça va se mettre en place. Mais bon, il n'y aura pas Haliburton. Et la nuit dernière, il manquait Mathurin et Nembhard. Mathurin, Nembhard, ça fait beaucoup de monde. Donc on verra. Bon, pour l'instant, c'est wait and see, récupère les joueurs. Pour les Celtics, c'est un peu plus inquiétant. De toute façon, on attendait ça. Et moi, pas tant que ça, en fait. Ah oui, moi, je les voyais gagner. Ils vont en gagner, mais je les voyais gagner des matchs. Et je les voyais jouer le top 6 à l'Est, tu vois. Oula. Mais j'étais peut-être. Je suis peut-être un peu trop confiant pour Boston, en effet. Non, mais t'es riche ou quoi? Non, mais. Ça reste une équipe qui a des très forts joueurs, et avec Joe Mazzulla, tu dois avoir un niveau plancher assez haut, même sans Jason Tatum, mais même avec cet effectif qui a été patiemment déconstruit par Brad Stevens cet été. Oui, mais je pense qu'il y a une reconstruction qui est en place. Tu as Pritchard, qui prend de l'importance. Il était important en sortant du banc. Il y a Jaylen Brown qui, sans son frère Tatum, qui se trouve tout seul. Même s'il n'a pas peur de cette responsabilité, ça diminue énormément l'équipe de Celtics. Holiday, Porzingis, qui s'en va. Non, mais c'est beaucoup de pièces qui manquent pour cette équipe. Non, mais je les vois pas. Je les vois batailler pour le play-in. Ok. Est-ce qu'à terme, dans cette saison, le tanking, ça pourrait être une option pour l'une des deux équipes, voire les deux équipes? Oh, pourquoi faire? Pour récupérer ces équipes qui ont leur pic de draft et qui pourraient... Ouais, mais c'est pas ça qui va changer leur fortune. Sauf s'ils sont un plan. Ça dépend quel plan ils sont. Est-ce qu'ils sont sur un plan de 3-4 ans? Là, tu peux dire, oui, il nous faut les jeunes joueurs et on va drafter. Ou est-ce que, à un moment donné, ils vont vouloir se remettre dans le mix. Donc, c'est pas par le draft que tu vas te remettre nez à la fenêtre. Oui, mais regarde, Dallas, c'était pas du tout dans le plan d'avoir un pic aussi haut. Mais combien de Cooper Flagg il y a? Ouais, pas beaucoup. Certes, mais chaque année, mais la draft de l'année prochaine, tu peux avoir 1, 2, voire même 3 gros noms qui sortent. Quand même. Je vois pas. Non. Tu vois pas? Bon, de toute façon, on aura la saison NCAA pour le découvrir sur Bein. Tu verras les matchs avec Rémi. À partir du 5 novembre. À partir du 5 novembre, tout à fait. Mais mais ça peut quand même être une. Tu penses pas que ça peut pas être une option à un moment pour Indiana? De toute façon, si tu perds des matchs. Oui, mais autant lâcher l'affaire et récupérer quelque chose. Ils ont moins de chemin à faire.
c'est parce qu'il y a des blessés. Mais tous les joueurs qui sont blessés là, ils sont pas âgés. Non, et puis t'as Pascal Siakam qui il est là, très bon Neymar, depuis le début. T'as Mathurin qui est encore dans l'âge de progresser. Non, mais je pense que la situation est moins urgente pour les Pacers, pas pousser sur le panic button. Les Celtics, ils savaient. Quand on a vendu l'équipe, qu'ils allaient dépenser beaucoup moins, qu'ils allaient faire le vide-grenier. Donc se calmer pendant cette année, 2 ans, et puis revoir la façon qu'ils veulent reconstruire leur équipe. Est-ce que, on a abordé là trois thèmes, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as retenu sur cette première semaine de reprise? Écoute, que OKC est intact. Ils ont bien passé l'été. Ils sont ciblés. Ça, c'est parfait pour le groupe qu'ils ont. C'est un groupe qui est inchangé. Moi, j'ai de l'inquiétude je trouve qu'on n'en parle pas du tout, mais de Jalen Williams, qui a été opéré après les finals au poignet, qui a subi, je crois, une 30aine d'infiltrations pendant les playoffs. Ouais. Les finales, c'était quand même, ça s'est terminé mi-juin. On est fin octobre. Il peut toujours pas rejouer au basket. Je trouve que c'est assez inquiétant quand même. Ouais, il faut attendre un petit peu. OKC est construit avec beaucoup de jeunes autour, des jeunes qu'ils ont habitués à jouer, les Wiggins, etc. Ils sont habitués à jouer. Le jeu, ils ont construit un jeu. Si Hartenstein et Chet Holmgren restent physiquement bien. Pour l'instant, je suis pas inquiet, mais... Non, mais ils gagneront des matchs sans Jalen Williams. Ils peuvent gagner beaucoup, bien sûr. Mais à terme, je trouve que ça peut vraiment devenir un problème parce que Jalen Williams, on n'a pas trop d'informations en plus sur le long terme, sur son retour et c'est très lourd quand même faire autant d'infiltration et on voit que là il le paye, sur ce début de saison. Alors peut-être que dans un mois il rejouera et qu'il n'y aura pas de problème. Ouais, je pense qu'on va attendre. Ouais, on va attendre. Ouais. Sinon, à part OKC, moi j'ai Desmond Bane à Orlando, on va attendre de voir, mais pour l'instant, la greffe de Desmond Bane, ça marche pas trop. Memphis a trouvé un remplaçant pour lui, Kowal, qui met des 3 points. Il a tout à fait le registre de Desmond Bane. C'est vrai qu'on va attendre. Orlando, c'est une équipe que j'attends beaucoup. Je pense qu'ils étaient prêts à faire le push vers le haut, vraiment solide. Ils ont raté un match, mais les mêmes problèmes. Mais c'est toujours la même chose en fait avec Orlando, c'est que t'as pas d'adresse à 3 points. 12% dans ce match-là, et on voit que c'est Desmond Bane qui devait amener ça. Toute la responsabilité peut pas lui en être incombée parce que par exemple Franz Wagner, tout comme Banchero, c'est des joueurs qui doivent absolument améliorer leur shoot. Il avait montré de l'adresse cet été. Oui, pendant l'Euro. Pendant l'Euro, et on dit, il s'est acheté un shoot. Mais c'est plus près en FIBA, peut-être pour ça. Oui, il faut pas se tromper. Donc, il faut qu'il trouve des solutions, absolument, Orlando. Mais je crois énormément dans cette équipe. Plus Orlando ou à Atlanta, toi, tu crois? Jacques, je crois plus à Orlando aussi. Ah oui, Orlando, okay. Mais bon... les avis divergent sur les deux équipes. Il y en a qui aiment beaucoup... Par contre, une équipe que j'ai beaucoup aimée, même si l'entraîneur, c'est pas ma tasse de thé, c'est les Knicks. Moi, j'ai fait le deuxième match des Knicks contre les Cavs et j'ai trouvé que Mike Brown, il avait organisé. De toute façon, quand tu rentres dans une équipe comme ça, il faut que tu changes, il faut que tu fasses la différence. Donc, il ne pouvait pas coacher comme Thibodeau. Sinon, il aurait gardé Thibodeau. Donc, il y a beaucoup plus de rotation. Beaucoup plus de concentration défensive. Le ballon bouge beaucoup plus. Le ballon il bouge beaucoup plus. Et Jalen Brunson joue plus sans ballon aussi. Jalen Brunson, il est sévré un petit peu du ballon. Bon, on va toujours, dans les 5 dernières minutes, on va toujours aller vers lui. Cat Towns, il a son importance. Mais autour, OG, c'était bien.
Ils ont un klaxon qui peut sortir de banque quand une Qu'est-ce qu'il situation... prend comme shoot? bah Dès qu'il oui, a le mais- ballon, tu le mais renvoies plus, c'est fini. un jour, tu vas dire, bah oui, il nous faut ça, parce que Ouais, bien sûr, c'est son rôle de toute façon. plus C'est qu'on son rôle. avance, plus que les équipes vont être scoutées, plus qu'ils vont être bloqués. Donc, à partir de là, il faut ce joueur, ce petit électron libre qui peut te débloquer une situation tout simplement avec son talent. Tout à fait. Bon, on s'arrête là, Chris? On s'arrête là. On s'arrête là. Merci à toi pour ta participation. J'espère Pas de souci. tu reviens bientôt de toute Bien façon. sûr, Régulièrement. évidemment. Vendredi, ça sera avec Jacques Monclar. On se retrouvera pour un nouveau numéro. Très bonne semaine basket à toutes et à tous. Et à bientôt. Ciao, Chris. Ciao.